Bonsoir, c'est Amel Léger. J'accompagne les femmes à explorer leur monde invisible pour qu'elles puissent activer leur plein potentiel. Et aujourd'hui, je te retrouve pour le troisième épisode de la série Burnout et reconversion professionnelle. Alors, je t'ai parlé pendant les deux premiers épisodes, je t'ai parlé de mon premier et de mon deuxième burnout, qui se sont déroulés, on va dire, à peu près 1 an d'écart. Le premier burn-out, tu sais, c'était en gros, quand j'ai dû partir à la période de mon anniversaire en Espagne et en Italie pour, je sais même pas pourquoi d'ailleurs, mais c'était hyper important pour mon chef que j'y aille. Et puis finalement, c'est des voyages qui n'ont pas servi à grand chose parce que j'ai pas du tout été sollicitée. Et en fait, ça a été pour moi ça la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc j'ai eu 3 semaines d'arrêt maladie. Pendant lesquelles j'ai essayé de reprendre pied, retrouver un petit peu de l'élan dans ma vie. Et puis, j'ai décidé de faire un bilan de compétences. Ça, je t'en ai parlé dans la deuxième vidéo. Et avec le bilan de compétences, ce que je t'ai raconté, c'est que j'avais mis tout mon pouvoir, en fait, dans la personne qui allait faire ce fameux bilan de compétences avec moi. Et je lui avais dit, voilà, maintenant, ce que je voudrais, c'était trouver baguette magique, quoi. Je lui avais dit, moi, ce que je veux, c'est trouver un métier qui me permette de m'épanouir et de gagner ma vie. Voilà, donc ça c'est un peu ce que j'ai raconté dans les 2 premières vidéos. Et puis ce que j'ai raconté aussi dans la deuxième, c'est le moment de déclic en fait, où j'ai compris que c'était à moi de mettre mes pieds là où j'avais envie d'aller. Vous savez, en anglais, il y a une expression qui dit euh, mets tes pieds là où se trouve ta bouche, ou un truc comme ça, quoi. Genre, mets tes pieds dans la direction de ce que tu racontes en fait. Il y a peut-être une expression équivalente en français, j'en sais rien, je la connais pas. Mais voilà, c'était vraiment la grosse prise de conscience de mais en fait, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie en fait? Et que tant qu'on n'est pas arrivé à cette question fondamentale-là, tout ce qui va se mettre en place et tout ce que tu vas essayer de faire, etc., c'est presque un petit peu superflu en fait. Euh, j'ai vu la dernière fois un témoignage de quelqu'un qui est venu s'exprimer et c'est vrai qu'elle nous disait mais finalement moi j'ai essayé de mobiliser mes responsables et de leur proposer d'autres choses, mais j'ai l'impression que je me suis mise dans une situation inconfortable. Et en fait, ça m'a rappelé, merci d'avoir mis ce témoignage déjà, et puis d'être venue entrer dans la conversation. Et puis ça m'a rappelé ce que j'ai tenté de faire moi aussi au tout début de mon premier burn-out. J'avais comme ça des grandes idées de comment l'entreprise allait pouvoir fonctionner. Et du coup, j'avais fait toute une présentation que j'avais envoyée à mes chefs en disant voilà, il faudrait que ça soit comme ci et comme ça, et puis voilà, moi, ce que je pourrais apporter, etc. Puis j'étais très fière de moi. J'avais travaillé comme une tarée, là, alors que j'étais complètement cramée en burn-out. J'avais remis tout ce qui me restait de neurones, en fait, là-dedans, au lieu de me reposer et de me ressourcer. Évidemment, ça n'avait abouti à rien. Alors, je dis pas pour ton exemple, si tu regardes cette vidéo-là, je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais je dis que dans ces cas-là, c'est pas du tout le moment de prendre des décisions, en fait. Si le mot burn-out a été posé, qu'il ait été posé par un médecin ou pas, et que toi, ce soit quelque chose dans lequel tu te reconnaisses, c'est quand même un truc qui est extrême. L'image, je te la rappelle, c'est vraiment l'image du feu intérieur qui se retourne contre toi. Tu te fais consumer de l'intérieur par la chose qui est censée te donner vie, en fait, par la partie de toi qui est censée t'animer, tu vois, hein. Voilà. Donc, si t'en es arrivé à cet extrême-là, c'est pas le moment, c'est comme si t'étais pas en possession de tous tes moyens. Prends le temps déjà de te reposer. Je me souviens qu'à l'époque, on m'avait dit, je pense que c'était une amie naturo qui m'avait dit ça, qui m'avait dit qu'il fallait au corps, dans ce type de cas de stress extrême qui est accumulé pendant des mois et des mois, voire des années et des années, il faut au corps 3 semaines de rien pour se régénérer. Et 3 semaines de repos, ça veut dire tu t'alimentes correctement, ça veut dire tu dors correctement, ça veut dire tu te remets pas à penser à ça de manière démesurée et tu te remets pas dans la situation de stress en fait. Et ça, c'est quelque chose, je me souviens quand j'accompagnais les femmes qui vivaient des burn-out et que j'étais spécialisée là-dedans à un moment donné, c'était vraiment, je mettais un point d'honneur à leur expliquer ça et à leur dire vraiment, là, si tu as atteint ce fameux point de non-retour qui fait qu'il faut que tu ailles chez un médecin plutôt que d'aller bosser, il y a un truc qui va pas. Donc, il faut que tu écoutes ça.
Il faut que ce soit vraiment un signal d'alarme parce que le burn-out, c'est vraiment pas plus qu'un signal du corps qui dit stop. Et on sait, je pense que tu as déjà vu des cas de gens qui ont des maladies ou qui ont des accidents et qui disent après coup, mais ça a été mon appel, ça a été mon signal d'alarme, ça a été le déclencheur pour que j'arrête de vivre de cette façon-là parce que ça faisait pas de sens pour moi. Burnout, c'est pareil. Donc, dans quelques temps, tu le verras et puis tu verras le tournant que ta vie aura pris à ce moment-là. Mais si tu es au fond du trou, j'allais dire reste au fond du trou. Non, c'est pas ce que je te souhaite de rester au fond du trou, mais sois au fond du trou et repose-toi au fond du trou. N'essaye pas tout de suite de sortir. La vie, c'est long. Hein. Si tu dois te reposer pendant 3 semaines, 2 semaines, même une semaine, déjà si tu te reposais vraiment pendant une semaine, sans penser à ton travail, déjà ça te régénérerait. Voilà. Donc j'avais vraiment envie de prendre le temps de faire ce petit aparté sur quoi faire finalement quand on est à fond dans ce creux de vague là. Vraiment couper avec les sources de mal, les sources du mal, les sources de stress. Respirer et revenir à ce qui fait du bien dans la vie. Un truc que tu peux faire aussi dans ces moments-là, c'est vraiment simplement te demander qu'est-ce qui te fait envie dans ton quotidien et ne pas faire tout ce qui ne te fait pas envie. Voilà. Parenthèse fermée. Il y a un moment où, quand tu as pu te reposer suffisamment et tu as pu prendre suffisamment de recul par rapport à la situation, où tu peux réanalyser ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui t'a amené là en fait. Et tu sais, je t'ai expliqué dans les précédentes vidéos que dans cette série, il y a 10 vidéos où je vais t'expliquer en fait, je vais décortiquer dans mon histoire ce qui m'a amené à vivre ce burn-out. Et je t'invite à faire du coup le décortiquage en parallèle. Si tu es vraiment dans cette phase où tu es trop fatigué et où c'est clairement pas le moment de se poser ces questions-là, mets en pause, va faire autre chose et quand ce sera le moment, tu reviendras à ces vidéos. Elles resteront là. Voilà. Prends le temps de vivre le moment que tu vis et de ne pas essayer d'aller plus vite que la musique parce que c'est possible que tu te compliques plus les choses qu'autre chose en faisant ça. Donc moi, j'en étais arrivée dans un poste celui où j'ai fait mes 2 burn-out, où j'avais demandé pendant mon entretien, j'avais dit voilà, moi je me sens prête, j'ai envie de mettre ma patte dans un job, j'avais envie de faire mes preuves. C'était assez particulier comme envie, après tout, j'avais 21 ans, quelque chose comme ça, quand j'ai commencé ce boulot-là. Mon Dieu, ça paraît hyper loin. Ouh là là, peut-être que j'étais un peu plus âgée quand même, mais je me souviens plus. Non, je devais peut-être avoir 23 ans. On va dire. Bon bref, en tout cas, c'était il y a quand même super longtemps là. Je suis en train de me prendre un coup dans la figure. C'est pas grave, tout va bien. Parce que avant ce boulot où tout était à faire et où tout était possible et où j'avais envie de faire mes preuves et où j'avais été dans un boulot au contraire où j'avais une place extrêmement précise. J'étais rentrée dans une grosse boîte américaine après mon alternance que j'avais fait en école de commerce. Et voilà, j'étais responsable marketing France. Et du coup, c'est simple en fait. Voilà, déjà le titre était très clair, et puis je savais ce que j'avais à faire, et puis j'étais dans un bureau, et puis je faisais ça. Point barre. Et il n'était pas question pour moi que je sorte de ma place en fait. J'avais un boss et il me disait quoi faire. En l'occurrence, j'en avais même 2, puisque selon leur organisation, je reportais à quelqu'un en France et je reportais à quelqu'un qui était situé, d'ailleurs je me souviens plus si en Angleterre, et du coup quelqu'un Europe en fait, et donc du coup il y avait comme 2 angles d'attaque à mon poste, mais le fil conducteur était là en fait, et il n'était pas question que j'ai des idées farfelues et que je dise tiens on pourrait faire ça, non. J'avais un plan de com, j'avais un budget de com à gérer, j'avais des actions de communication à faire auprès des forces de vente. Enfin voilà, c'était très précis. J'avais des parutions presse à faire, j'avais un graphiste à mobiliser pour faire des visuels. J'avais mon plan de route qui m'était donné en fait, rien d'extraordinaire à inventer. Et du coup, j'avais voulu, une fois que ce poste-là s'est terminé pour moi quand en fait, la boîte s'est fait racheter et du coup, j'avais pas envie de rester dans l'entreprise qui a racheté. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai mobilisé mon réseau et que j'ai cherché autre chose. Et
Et quand j'ai cherché autre chose, j'ai cherché au contraire à avoir de la liberté, en fait, à avoir plus d'amplitude de poste. Voilà. J'aimerais, puisque c'est pas un truc hyper passionnant, cette histoire de post-marketing, j'aimerais qu'on continue à décortiquer un petit peu plus dans l'histoire ce qui m'avait amené finalement à avoir ce type de métier-là, hein, dans l'industrie pharma ou dans une grosse boîte, alors que, vous allez le voir dans mon parcours finalement, rien me prédestinait à être responsable marketing et à bosser dans une grosse boîte et même à être chef de projet, voilà. Je vous ai raconté que j'avais eu mon premier poste d'une manière assez facile à la suite de mon alternance, d'une période d'1 an en apprentissage pendant ma dernière année d'école de commerce. Ouais, j'ai fait une école de commerce, truc de dingue, ça paraît complètement ouf aujourd'hui, mais oui, j'ai fait une école de commerce. Et en fait, j'ai été amenée à faire de l'alternance pendant les 2 dernières années de mon école de commerce, parce que j'avais pas envie de faire un prêt et parce que j'avais pas les sous pour payer cette école de commerce en amont. Donc je me suis dit, voilà, je vais faire de l'apprentissage, de l'alternance, ça va me permettre de payer l'école, et puis ça me permettra de mettre un pied dans le monde de l'entreprise, et ça me permettra de voir finalement si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Donc c'était quelque chose de très raisonné, hein, on est d'accord. Voilà. Mais qu'est-ce que je fais dans une école de commerce? Et du coup, je continue le décortiquage. Et du coup, je t'invite toi aussi à décortiquer ton parcours et à voir les moments en fait qui ont été déterminants. Et en fait, là, avant de te raconter comment j'ai atterri dans une école de commerce, je rembobine quelques années avant, où on est à la période fatidique et fondamentale et précieuse de la décision de l'orientation au moment du bac. Et pour moi, à ce moment-là, il y a déjà des clés qui se sont jouées. C'est que je ne savais absolument pas ce que j'avais envie de faire, numéro 1. Numéro 2, je savais ce que je ne voulais pas faire, en l'occurrence une école de commerce. Donc tu comprends pourquoi je te le raconte comme ça maintenant. Je voulais surtout pas faire une école de commerce, donc je voulais surtout pas faire de prépa. Il était hors de question pour moi que je fasse une prépa et que j'aille en école de commerce, mais hors de question. Je me souviens que j'avais quand même envoyé des dossiers de candidature dans des classes prépa à Paris, parce que ma maman voulait vraiment être rassurée sur le fait que j'étais capable et c'était possible pour moi de faire une école de commerce. Donc j'avais dit, ok, je veux bien envoyer un dossier de candidature, mais j'en enverrai pas 5, j'en envoie 1 et je n'irai pas. C'était à cette seule condition que j'avais accepté d'envoyer mon dossier. Donc voilà, j'avais fait ça. Et du coup, j'étais bien forcée de m'orienter. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté mon envie. Donc quelque part, je suis très contente de ce moment-là de ma vie, où j'ai écouté mon envie. Et mon envie, le seul truc que j'aimais à ce moment-là, c'était les cours d'anglais. Donc je kiffais l'anglais. Donc j'ai embarqué dans un programme à la fac, LLCE, donc c'est Langue, Littérature et Civilisation étrangère d'anglais. Voilà, j'ai embarqué là-dedans. Et parce qu'à l'époque, c'était visiblement important pour ma maman, j'ai accepté d'ajouter à ça ce qui s'appelait, vous allez voir, c'est un nom hyper glamour, un certificat préparatoire, donc en gros l'équivalent d'une classe prépa mais à la fac, certificat préparatoire à une maîtrise de sciences et techniques d'éco-gestion. Donc ça avait un nom qui était complètement pourrave, c'était un certificat préparatoire à une MST d'économie et de gestion. Donc déjà le nom, tu t'as dit, putain, mais qu'est-ce que tu fais quoi? Désolée, j'ai juré, mais juste, c'était pourri. Bref, je me suis fait embarquer là-dedans, et là, dans la manière dont je le raconte, je pense que tu entends très facilement que c'était pas du tout mon envie, mais que je faisais ça pour répondre en fait à des problématiques, à des questionnements, à des appréhensions probablement de ma maman. Voilà. Et bon, j'ai fait ça. Alors, j'ai adoré les cours d'anglais, j'ai adoré les cours de littérature, de civilisation, j'ai juste kiffé ma race. J'allais à Beaubourg, qui est une bibliothèque à Paris, une grosse bibliothèque à Paris, pour ceux qui ne sont pas parisiens. J'adorais faire ça, genre je passais mes dimanches là-bas et voilà. J'adorais ça, je kiffais ça. Et ça a été vraiment 2 belles années de ma vie où il y avait quand même les cours de compta le samedi matin. Alors ça, je te le raconterai plus tard, c'est peut-être pas hyper important à l'histoire, mais j'ai adoré cette période parce que je faisais quelque chose qui me plaisait et qu'en parallèle, dans ma vie perso, je donnais des cours de danse parce que j'avais dansé toute ma vie dans une école de danse
et qu'il y avait une prof de danse qui était enceinte, donc on m'avait demandé si j'étais d'accord pour la remplacer. Donc j'avais 2 cours de danse par semaine à donner à 2 groupes de petites filles. Allez, je te raconte les détails. Il y avait un groupe de petites filles qui avaient entre 4 et 6 ans, je crois, et un autre groupe, elles avaient 10-13 ans. C'était top. Donc j'allais chez la prof qui était enceinte, on préparait ensemble le cours, et puis je donnais les cours sur la base de, évidemment, toutes mes années de danse dans cette compagnie, et puis ce qu'on avait préparé. Et on avait en ligne de mire, on avait en fin d'année un beau spectacle à l'UNESCO, donc c'était un super truc. Et c'est un détail ce que je te raconte, mais c'était quelque chose qui me faisait vraiment vibrer, la danse. C'est quelque chose qui me reconnectait à qui je suis. C'est un des fils conducteurs qui m'ont permis, quand j'ai fait mon burn-out, de revenir à moi, parce que je savais ce que c'était être connectée à moi. Que ce soit avec la danse ou que ce soit avec d'autres outils, en fait. C'était pas ça qui était important. C'était que j'avais goûté à la connexion. Et pourtant, au bout de ces 2 années-là, c'est pour vous montrer l'importance des croyances et l'importance, d'une part, on a vu l'importance de l'influence des croyances des parents, en l'occurrence là c'était ma maman, il y a aussi l'importance des croyances que moi je pouvais avoir à ce moment-là. Et je me souviens m'être dit très clairement, à la fin de ma 2e année de fac, vraiment c'était les meilleurs moments, hein, vraiment c'était canon, mais je ne veux pas devenir prof d'anglais et je ne veux pas non plus devenir prof de danse. Et là, je voyais pas, je voyais que si je continuais dans cette direction-là, ben, je pouvais, voilà, soit devenir prof de danse dans cette école, soit devenir prof d'anglais à la fac ou dans un collège ou je ne sais quoi. Mais ça me donnait juste pas envie. Et le mix des deux, pareil, ça me donnait pas envie. En fait, il y avait quelque chose qui me... Je pense que j'avais des croyances à ce moment-là qui me disaient, c'est pas viable en fait. Financièrement, ça va pas être intéressant et je vais m'ennuyer. C'est pas quelque chose qui va me rassasier. Voilà. Et il y avait toute une question que je t'amène là, parce que c'est probablement des questions qui sont aussi chez toi, autour de, mais quand j'ai quelque chose vraiment qui me passionne et que j'aime faire, en l'occurrence la danse, ou même l'anglais, la littérature, j'aimais vraiment beaucoup ça, est-ce que j'en fais mon métier, ou est-ce que je le garde quelque part de précieux dans ma vie, ou je peux l'avoir en tant que passion ressourçante et nourrissante? Voilà, c'était ces questions-là. Et du coup, je me souviens m'être vraiment dit très clairement, je ne veux pas de ce parcours professionnel-là, je ne veux pas devenir prof de danse, je ne veux pas devenir prof d'anglais, donc il va me falloir autre chose. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai cherché et cherché et cherché au fil du temps à me souvenir de ce qui m'avait fait changer comme ça et retourner ma veste de manière aussi radicale. Voilà, il y a eu un jour où je me suis dit, je vais faire des concours et je vais rentrer en école de commerce. Mais je crois que tu l'as perçu dans la façon dont je te le raconte, c'était pas une décision qui était à partir d'une envie. C'était pas une décision qui était à partir de quelque chose qui me tenait à cœur de faire. C'était une décision qui venait rationnellement, qui était comme une solution à quelque chose qui me disait à l'intérieur, non, si tu continues là, tu vas pas être viable économiquement. Tu vas pas avoir un niveau de revenu qui va être suffisant parce que j'associais les profs à un bas niveau de revenu. Puis pareil pour les profs de danse. Et puis, je me projetais dans quelque chose qui allait pas me faire plaisir, alors qu'en vrai, j'en savais rien. Hein. Donc là, il s'est passé un moment aussi où, au-delà des peurs que je pouvais avoir liées au mode de vie que j'aurais pu avoir si j'avais continué, il y avait, comment est-ce que je peux le dire, il y avait une projection de ma part dans un mode de vie, en fait. J'ai essayé d'aller plus vite que la musique. Et je me suis dit, en allant plus vite que la musique, ça va pas me plaire. Alors que, si on regarde les faits, j'étais bien là où j'étais. Et la seule question qu'il aurait fallu que je me pose à ce moment-là, c'était, mais est-ce que tu as envie de continuer? Juste continuer l'année prochaine. Qu'est-ce que tu as envie d'ajuster? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'arrêter? Voilà, c'est tout. Et peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais décidé d'ouvrir des cours de danse en plus de mes cours que je prenais à la fac. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais décidé je sais pas en fait, de me former à d'autres trucs en plus, ou on n'en sait rien. Mais là, j'ai essayé de faire à la place de l'univers. Et c'est ça que j'aimerais que tu sentes aujourd'hui, c'est j'ai essayé de faire à la place de l'univers. J'ai essayé de prendre mes peurs, le truc qui m'angoissait là, et de trouver une solution. C'était pas conscient, bien évidemment. Hein. Et c'est pour ça qu'on prend le temps d'en parler autour de toutes ces vidéos. C'est parce que
on ramène de l'inconscient des décisions qu'on a prises en fait, et on réajuste. Parce qu'il suffit juste de les regarder et de voir, ah oui putain, là j'ai pris cette décision-là, ok, bah, je peux réajuster, c'est pas grave. Je peux revenir, je peux arrêter d'essayer de faire à la place de l'univers. Et tu sais, il y a une citation que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est Marianne Williamson. Donc si tu la connais pas, je t'invite à aller découvrir son travail et ses livres passionnants. J'en ai parlé notamment lundi de cette semaine c'était dans le livre de la semaine. Tu sais, tous les lundis, je te parle d'un livre. Donc va regarder si tu l'as pas vu, si ça te parle. Marianne Williamson, elle dit un truc, elle dit un univers qui tient des galaxies ensemble et qui tient les planètes ensemble peut bien gérer les circonstances relativement petites de ma vie. Et là, tu vois l'univers, tu vois l'espèce de grain de poussière minuscule qu'on représente par rapport à la gigantesquitude de la galaxie, tu sais. Et tu te dis, ouais, j'ai juste mis un grain de sel dans l'engrenage. J'ai juste essayé de faire là où c'est pas à moi de faire, en fait. Et ça, si tu arrives à voir dans ton histoire un moment, en fait, où tu as essayé de faire à la place de l'univers, je t'assure que ça va être salvateur, profondément salvateur et régénérateur, c'est les mots qui me viennent, salvateur, régénérateur et rassurant profondément, parce que tu vas voir que si à un moment donné dans ta vie, tu as essayé de te mettre dans des circonstances et d'éviter des problèmes en gérant toi-même, si tu arrives à voir qu'en fait, tu aurais pu te laisser porter par le flot de la vie et te laisser porter par l'univers, ça veut dire qu'aujourd'hui aussi, à l'étape où tu te trouves, en plein burn-out, en train d'envisager ta reconversion, tu peux faire la même chose. Et tu n'as pas à essayer de trouver des solutions. Et tu n'as pas à essayer de faire. Et à, tu sais, non, tu pas. La vie, elle sait. La vie, elle fait. Voilà. Je crois que le message, il est vraiment beau, il me plaît bien ce message d'aujourd'hui. J'espère qu'il sera passé à travers l'écran, la caméra et tout ça, et qu'il sera arrivé jusque dans ton cœur et que ça aura généré des prises de conscience. Si c'est pas clair, viens me raconter, viens me dire, viens me poser tes questions. Je suis là, je serais contente de décortiquer encore plus, de détricoter l'histoire. Si tu as des questions, si ça te génère des questions, ça te génère des prises de conscience, viens me raconter en commentaire, viens dire, parce que c'est vraiment pour toi, encore une fois, que je fais cette série-là. Voilà, donc la semaine prochaine, on parlera, on continuera dans cette idée-là, en fait, de ce qui a été rassurant et de comment, finalement, est-ce qu'on peut lâcher le contrôle sur les choses. Voilà. J'ai hâte à la semaine prochaine. Non, je ne vais pas tourner la vidéo maintenant, je vais attendre une semaine. J'aime bien attendre que le processus mature à l'intérieur de moi et que je te dise juste ce qui a besoin d'être dit et ce qui pourra te faire du bien. Je te fais un gros bisou, je te souhaite un très bon week-end et je te dis à bientôt en commentaire et pour la suite des épisodes. Ciao, ciao!